Bonjour chers élèves et bienvenue dans la capsule concernant les options stratégiques et intitulée « La stratégie d'internationalisation ». Le plan de présentation se manifeste comme suit. Dans un premier volet, on va aborder la définition de ce qu'est l'internationalisation. En deuxième volet, on va se pencher sur les raisons de l'internationalisation. En troisième volet, on va aborder bien évidemment les modalités de l'internationalisation et là je vais le faire sous forme de processus. En quatrième volet, on va se pencher sur les avantages et limites de l'internationalisation. Voilà, donc, et au final, et comme cinquième volet, on va donner un bref aperçu sur la stratégie de domination par les coûts et la stratégie de différenciation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par stratégie d'internationalisation? Tout simplement, comme son nom l'indique, ça vient du mot international. C'est-à-dire, c'est une stratégie d'extension d'une entreprise au-delà de son marché national. En effet, on distingue à ce niveau-là deux formes d'entreprises, à savoir les entreprises nationales et les entreprises internationales. Je vais reformuler autrement pour une meilleure compréhension. Donc le fait de s'internationaliser, c'est tout simplement lorsque l'entreprise décide, au-delà de vendre les produits finis, bien sûr, au-delà de son territoire national. Donc bien sûr, il va fabriquer une partie de sa production au niveau du Maroc et par la suite, il va partager les ventes entre le territoire national et le territoire international. Donc, on va passer maintenant au volet lié aux raisons d'internationalisation. À ce niveau-là, il y a trois types de raisons. Il y a les raisons commerciales, les raisons économiques et les raisons politiques. Pour ce qui est des raisons économiques, lorsqu'on parle de ce qui est économique, c'est tout simplement les coûts, les recettes, les bénéfices, etc. Donc là, il s'agit principalement de réduire les coûts. Donc, premièrement, l'entreprise cherche par l'internationalisation à diminuer les coûts de transport, c'est-à-dire il va chercher et avoir une idée sur les pays qui permettent, c'est-à-dire de profiter de cet avantage, et par la suite, ça va l'inciter à s'internationaliser. Par la suite, on a les coûts salariaux avantageux. Là, on parle tout simplement de la main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise remarque qu'il y a des pays où il y a des salariés qui reçoivent des rémunérations qui sont inférieures par rapport aux rémunérations du pays d'origine. Donc là, il va être poussé et incité, bien sûr, à opter pour l'internationalisation pour bénéficier de la minimisation de ce type de coûts. On a également l'économie d'échelle. Là, on parle de l'échelle de production au niveau mondial, c'est-à-dire lorsque l'entreprise s'internationalise, automatiquement le niveau de production va augmenter automatiquement. Et lorsqu'on dit augmentation de la production, ça signifie spontanément la diminution des coûts unitaires fixes. Pour ce qui est des raisons commerciales, il s'agit principalement sur ce volet-là du fait d'élargir le marché de l'entreprise en question. Donc, on parle ici bien sûr des ventes, du fait de commercialiser une plus grande quantité de produits. Donc là, il y a une opportunité de vente plus large, un marché à fort potentiel. On cite à titre d'exemple la Chine. Donc il faut bien sûr que toute entreprise, après avoir, c'est-à-dire atteint le niveau de saturation du marché national, essayer de vendre dans d'autres pays afin de découler, afin de vendre le reste de ses produits. Il y a une troisième raison commerciale, à savoir le fait d'atteindre une position de leader au niveau mondial. Bien sûr, lorsque l'entreprise cherche à s'internationaliser, toujours, comme il est le cas du marché national, toute entreprise cherche à devenir leader sur le marché où elle opère. Donc l'internationalisation, notamment les exportations, les investissements directs, comme on va voir par la suite, vont permettre à l'entreprise d'atteindre cette finalité-là.
En dernier lieu, on a dans les raisons commerciales le fait d'atteindre la taille critique. Donc la taille critique, c'est le fait que l'entreprise atteint le maximum du chiffre d'affaires, le maximum de bénéfices, le maximum d'effectifs au niveau du groupe ou bien au niveau de l'entreprise, etc., etc. Donc l'internationalisation, ça permet justement d'atteindre la taille critique pour l'entreprise en question. Pour ce qui est des raisons politiques, on parle généralement du fait de profiter des conditions favorables. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par conditions favorables? On a par exemple les incitations fiscales du pays d'accueil. Là, je vais vous donner juste l'exemple des paradis fiscaux. Vous avez certainement entendu parler des paradis fiscaux, pardon. Donc, les paradis fiscaux, ça signifie tout simplement que le pays où on va installer soit une unité de distribution, une filiale de production, etc., c'est-à-dire pratique des taux d'impôt qui sont minimes par rapport au pays d'origine. Donc, bien sûr, là, l'entreprise va être encouragée et incitée à s'internationaliser. Il y a aussi dans le cadre politique l'abaissement des droits de douane. Là, je vais parler un petit peu des contrats de libre-échange qui sont signés avec les pays européens ou bien les autres continents de manière générale afin de bénéficier des conditions favorables en matière de droits de douane, c'est-à-dire les barrières douanières, que ce soit les barrières tarifaires ou les barrières non tarifaires. Donc là, on a fini avec les raisons de l'internationalisation. Maintenant, on va passer aux modalités de l'internationalisation. Donc voilà, là, il y a plusieurs modalités. Et je vais, comme j'ai déjà précisé au départ, je vais traiter cette partie sous forme de processus. D'accord? Donc dans un premier temps, l'entreprise, lorsque le marché national est saturé, elle va chercher à exporter une partie de sa production sur le territoire international. Donc c'est ce qu'on appelle les exportations, bien évidemment. Donc les exportations, là on peut distinguer plusieurs formes. Il y a l'exportation directe, d'accord? Comme son nom l'indique, c'est l'entreprise qui va se charger personnellement de distribuer ses produits à l'étranger. Donc les produits, bien sûr, ils vont être fabriqués sur le pays d'origine et par la suite, ils seront vendus, c'est-à-dire par l'entreprise elle-même, soit à travers un service d'exportation, bien par le biais d'un agent commercial chapeauté par l'entreprise. La deuxième modalité d'exportation, c'est l'exportation indirecte. Là, l'entreprise va chercher à signer des contrats de partenariat avec des distributeurs sur le pays d'accueil. C'est-à-dire, il va charger un intermédiaire sur le pays d'accueil qui va se charger, bien sûr, de distribuer ses produits finis sur ces territoires. Au final, on a ce qu'on appelle également l'exportation associée. Donc, l'exportation associée, ça signifie tout simplement l'adhésion de l'entreprise à des groupements d'exportateurs étrangers. Là, ça rentre généralement dans le cadre, c'est-à-dire l'exemple marquant ici, c'est les GIE, les groupements d'intérêt économique, qui contiennent bien évidemment un ensemble d'exportateurs et là, ils vont bénéficier bien sûr de plusieurs avantages. Dans une deuxième grande phase de ce processus d'internationalisation, après l'exportation, bien sûr, l'entreprise va chercher à opter pour l'investissement direct. Qu'est-ce qu'on veut dire par investissement direct? C'est le fait soit de mettre en place une filiale de distribution propre à l'entreprise sur les territoires du pays d'accueil. D'accord? Ou bien encore mettre en place ou créer une filiale de production, donc dans un niveau avancé. Après avoir mis en place des filiales de distribution, l'entreprise va chercher à installer bien évidemment des filiales de production, c'est-à-dire que les produits vont être produits sur place, ils vont être fabriqués sur place, je veux bien dire le pays d'accueil. Donc, là je vais essayer de traiter chaque partie en détail.
Donc, concernant les exportations, comme j'ai déjà précisé dans le schéma préalable, c'est quoi déjà l'exportation avant de traiter les deux types, ou les trois? Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, réalise son produit sur son marché de base, c'est-à-dire le pays d'origine, et vend une partie de sa production dans un ou plusieurs pays à l'étranger. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par exportation. En fait, il existe deux modes ou trois modes. Je vais traiter le troisième par la suite dans la diapositive suivante. Donc, les deux premiers modes, ce sont l'exportation directe. C'est que l'entreprise dispose d'un service d'export, comme j'ai déjà dit, à l'étranger, ou alors d'un représentant, c'est-à-dire un agent commercial qui va se charger de distribuer les produits sur le pays d'accueil. On a aussi l'exportation indirecte. C'est la vente à une société de commerce internationale. C'est l'intermédiaire dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le distributeur qui va se charger de distribuer les produits finis de l'entreprise sur les territoires étrangers. On donne comme exemple le distributeur Unilever. Le troisième mode d'exportation, c'est l'exportation associée. J'ai déjà précisé, c'est le fait d'adhérer, c'est-à-dire que l'entreprise adhère à des groupements d'exportateurs dans le cadre de GIE, comme vous avez déjà vu, bien sûr, dans la stratégie d'impartition, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique. Maintenant, on va passer aux investissements directs. J'ai bien dit qu'il se compose de deux possibilités, deux alternatives. Dans un premier temps, l'entreprise va fabriquer, il va installer une filiale de distribution. Cette filiale qui va jouer bien évidemment le rôle d'un importateur, c'est-à-dire qu'il va importer les produits du pays d'origine et les vendre sur le territoire du pays d'accueil. On a aussi les filiales de production, c'est le fait de produire sur place les produits finis et les vendre par la suite. C'est ce qu'on appelle la délocalisation, c'est-à-dire en quelque sorte le déplacement des usines, des unités de production du pays d'origine vers le pays d'accueil. Donc déjà, je répète, ou bien je vais donner en quelque sorte une petite définition de ce qu'est l'investissement direct. Donc l'investissement direct vise la satisfaction de la demande à l'étranger grâce à la création de filiales, comme on a dit, soit des filiales de distribution ou des filiales de production. Donc voilà ici un rappel de l'exportation associée. Elle consiste à l'adhésion de l'entreprise à un groupement d'exportateurs, comme j'ai déjà donné l'exemple de GIE. Dans un quatrième volet, on va aborder les avantages et les limites de l'internationalisation. Donc, pour ce qui est des avantages de l'internationalisation, le premier avantage se manifeste bien évidemment dans l'élargissement du marché et des débouchés. Tout simplement, là, l'entreprise, bien sûr, lorsqu'il va s'internationaliser, soit en matière d'exportation ou d'investissement direct, il va, c'est-à-dire profiter du fait d'élargir ses marchés, et donc de vendre ses produits à davantage de clients. Deuxième avantage, c'est la diminution des coûts avec les économies d'échelle et les coûts de main-d'œuvre plus faibles. On a déjà parlé des économies d'échelle, je vais répéter quand même. Donc les économies d'échelle, c'est le fait de bénéficier de l'augmentation de la production qui est générée par, c'est-à-dire l'internationalisation, et ceci va permettre à l'entreprise de profiter bien évidemment de la minimisation des coûts fixes unitaires. Là aussi, pour ce qui est de la main-d'œuvre, c'est déjà précisé au départ. Donc l'entreprise, bien sûr, va choisir des pays où la main-d'œuvre est qualifiée bon marché, c'est-à-dire où la main-d'œuvre ne nécessite pas des rémunérations qui sont importantes. Je cite à titre d'exemple les salariés indiens, les salariés chinois, donc ils ne demandent pas beaucoup de salaire comme il est le cas des Marocains et des autres pays européens. Donc, l'avantage suivant, c'est le contournement des barrières douanières, tarifaires et non tarifaires. Là, j'ai déjà aussi parlé de ceci comme avantage.
c'est que l'internationalisation est dans le cadre de la signature des contrats de libre-échange avec d'autres continents, d'autres pays. Donc, le pays d'accueil, bien sûr, aussi bien que le pays d'origine, vont bénéficier des conditions favorables en matière de barrières douanières, c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier des droits de douane tarifaires qui sont bas et aussi des barrières douanières non tarifaires, comme par exemple les conditions d'hygiène, les normes de qualité, etc. Donc là aussi, ils ne vont pas trouver de problème, ils auront bien sûr des avantages. En dernier lieu, on a les gains fiscaux et de change. Bien sûr, les gains fiscaux, on a déjà parlé des paradis fiscaux. D'accord? Donc, bien sûr, avant de prendre la décision de s'internationaliser, l'entreprise doit chercher les paradis fiscaux dans les pays en question et qui sont concernés par ces derniers, c'est-à-dire les paradis. Donc, ceci va inciter, bien évidemment, l'entreprise à s'internationaliser pour bénéficier de la minimisation des coûts fiscaux. Il y a aussi un gain en matière de change, comme le cas du Maroc, par exemple, dans le cadre du libre-échange avec les pays européens. Donc là, le Maroc est, c'est-à-dire, c'est lui le bénéficiaire, le grand bénéficiaire en termes de change. Pourquoi? Parce que la monnaie marocaine est dévaluée, c'est-à-dire la valeur de la monnaie marocaine est inférieure à la valeur du devise, à savoir l'euro. Donc là, l'internationalisation va permettre à l'entreprise de bénéficier en termes de change, et aussi le pays de manière générale, il va avoir la possibilité d'enrichir ses réserves en devises. On a d'autre côté les risques ou bien les limites de l'internationalisation. Donc on a le premier risque lié, risque monétaire lié aux fluctuations des taux de change. Là, comme vous avez bien constaté, on a parlé des gains fiscaux et de change, mais en même temps ça représente un risque. Donc il y a un risque de change, il y a par la suite un risque lié à la fiscalité. Comme ça représente un avantage, lorsqu'on parle de la fiscalité par exemple, ça représente un avantage lorsque le pays d'accueil pratique des taux d'impôt qui sont réduits par rapport au pays d'origine. Par contre, si c'est le contraire, c'est-à-dire si le pays d'accueil pratique des taux d'impôt qui sont élevés, là, ce n'est pas bénéfique pour l'entreprise internationalisée ou bien l'exportateur. Et surtout les investissements directs, c'est-à-dire les filiales de production et de distribution. Donc il y a aussi un risque lié au change. Comme j'ai déjà dit que c'est bénéfique pour le Maroc parce que sa monnaie est dévaluée par rapport aux monnaies, c'est-à-dire à l'euro de manière générale. Donc là, le contraire. Lorsqu'il s'agit par exemple des pays européens qui ont signé un contrat de libre-échange avec le Maroc par exemple, là, les pays européens vont subir, vont avoir un inconvénient en matière de change parce que leur monnaie est évaluée, c'est-à-dire la valeur de leur monnaie est plus importante que la monnaie marocaine et comme ça, ils auront une perte en ce sens-là. Donc le dernier risque, c'est le risque politique et aussi les risques économiques. Donc lorsqu'on parle des risques politiques, on parle par exemple du terrorisme. S'il s'agit dans le pays d'accueil d'un pays où il souffre des guerres, par exemple, il souffre du terrorisme, là, ça représente un risque énorme pour l'entreprise qui s'internationalise parce qu'il n'y a pas de stabilité. De même pour les déséquilibres économiques, lorsqu'on dit déséquilibre économique, on parle généralement des crises économiques, d'accord? Donc, lorsqu'il y a des crises économiques dans le pays d'accueil, là aussi, ce n'est pas bénéfique pour l'entreprise pour la simple raison que celle-ci va souffrir de pas mal de menaces. Donc voilà. Maintenant, on va donner un bref aperçu par rapport à deux grandes stratégies appelées stratégies génériques ou encore stratégies de domaine, ou encore on les appelle, on les nomme les stratégies concurrentielles. Donc, indépendamment des options stratégiques que vous avez vues auparavant et aussi de la stratégie d'intégration, l'entreprise a intérêt c'est-à-dire est contrainte de choisir l'une des deux grandes catégories de stratégies suivantes. Lesquelles?
Donc la première, c'est la stratégie de domination par les coûts. Donc là, comme son nom l'indique, donc dominer le marché par quel moyen? Par les coûts. C'est-à-dire que l'entreprise va essayer de minimiser le maximum possible ses coûts, d'accord, pour se distinguer, se différencier par rapport aux concurrents sur ce marché. D'accord? Donc je lis. Les stratégies de domination par les coûts, elle est l'une des stratégies compétitives consistant à proposer une offre dont le coût de revient, donc le coût de revient c'est le coût de production global, d'accord, du produit fini, dont le coût de revient a été réduit au maximum afin de maximiser la marge bénéficiaire. Lorsqu'on dit que les coûts sont minimes, automatiquement les marges bénéficiaires augmentent. D'accord? Donc c'est ça, c'est-à-dire ce que je veux expliquer depuis tout à l'heure concernant la stratégie de domination par les coûts, c'est que l'entreprise cherche à se distinguer par rapport aux autres concurrents par les coûts. D'accord? Il essaie de minimiser le maximum ses coûts de revient, ses coûts de production, pour augmenter ses marges bénéficiaires et donc conquérir de grandes parts de marché. D'un autre côté, l'entreprise peut opter également pour la stratégie de différenciation. Donc la stratégie de différenciation, comme son nom l'indique, ça vient du mot différence. D'accord? Donc c'est être différent des concurrents. Mais là, pas sur la base des coûts, mais sur la base de la qualité des produits. C'est-à-dire, quel que soit le prix, peu importe. Ce qui importe le plus à ce niveau-là, c'est la qualité. C'est-à-dire que l'entreprise choisit de se différencier, de se distinguer par rapport à ses concurrents par le biais de fabriquer ou produire des biens qui sont de très bonne qualité. D'accord? Donc je lis. La stratégie de différenciation, c'est une stratégie qui permet à l'entreprise de se différencier ou de se distinguer sur le marché par rapport à ses concurrents. Cette différenciation se fait par le biais de la qualité des produits finis ou services proposés. Donc, les deux stratégies en fait ont le même objectif, ont la même finalité, à savoir le fait de renforcer leur position sur le marché, soit par le biais des coûts, soit par le biais de la qualité de ses produits. Donc il s'agit pour l'entreprise de renforcer sa position sur son marché, c'est-à-dire d'accroître sa part de marché au détriment de ses concurrents, et ce, en optant pour l'une des catégories de stratégies précitées. Donc, et pour récapituler tout ce qui précède, donc dans un premier temps, on a traité la définition de l'internationalisation, comme quoi il s'agit tout simplement de l'extension des marchés d'une entreprise sur les territoires étrangers. D'accord? Donc on distingue entre deux formes, les entreprises nationales et les entreprises internationales. D'un autre côté, on a abordé dans un deuxième volet les raisons aussi bien économiques, commerciales et politiques. Donc les raisons économiques sont liées généralement à la minimisation des coûts, d'accord? Les coûts liés au transport, les coûts liés à la main-d'œuvre bon marché, etc. Donc, dans un deuxième volet, on a traité les raisons commerciales qui ont une relation directe avec l'élargissement des marchés de l'entreprise sur les territoires étrangers, d'accord? Et en troisième lieu, on a traité les raisons politiques qui sont liées principalement aux paradis fiscaux, par exemple, à la situation économique, etc., etc. Dans un volet suivant, on a traité le processus de l'internationalisation, à savoir donc, le fait que l'entreprise commence par une simple exportation. Les exportations se subdivisent en trois types, trois modes. Donc il y a l'exportation directe, l'exportation indirecte et l'exportation associée. Donc l'exportation directe, c'est-à-dire que l'entreprise va se charger elle-même c'est-à-dire la distribution de ses biens ou de ses produits sur le territoire du pays d'accueil. L'exportation indirecte, c'est le fait de charger un distributeur, un intermédiaire pour le faire. Et l'exportation associée, c'est le fait d'adhérer à des groupements d'exportateurs, donc comme l'exemple de GIE.
Donc, dans une grande deuxième phase, on a l'investissement direct qui se subdivise en deux grands volets. Donc, dans un premier lieu, l'entreprise opte pour l'installation des filiales de distribution et dans un deuxième temps, elle opte pour l'installation des filiales de production. Donc, concernant les avantages et les inconvénients de l'internationalisation, donc il y a des avantages, pardon. Il y a les avantages, c'est-à-dire qui concernent par exemple l'élargissement des marchés. Il y a les avantages liés au coût. Du coup, l'entreprise bénéficie de la minimisation des coûts en matière de transport, de fiscalité, de change. Et il y a aussi d'autres avantages. Donc, côté inconvénient également, on a abordé les risques liés à la fiscalité, comme quoi le pays d'accueil peut augmenter le taux d'impôt. Il y a aussi le risque lié au change. Si la monnaie du pays d'accueil c'est-à-dire a une valeur plus importante que la monnaie du pays d'origine. Et il y a aussi les risques liés aussi bien à ce qui est l'économie de la nation et aussi aux risques politiques. Donc voilà, chers élèves, notre capsule a pris fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule intitulée « La croissance de l'entreprise », plus précisément les généralités et croissance interne. Merci pour votre aimable intention.